Bienvenue à l'Alba pour cette table ronde organisée dans le cadre de la Beyrouth Design Week, autour d'un thème fascinant, à la fois philosophique, artistique et plus que jamais d'actualité, les intelligences hybrides. Quand on parle aujourd'hui d'intelligence, on pense souvent à la machine, à ces modèles d'IA capables de générer des images, d'écrire des textes ou de composer de la musique. Mais si on regarde de plus près, on réalise que l'intelligence ne se limite plus à la technologie. Elle s'étend, elle se distribue, elle circule entre le vivant, le code, la mémoire et la matière. Qu'est-ce que l'intelligence hybride? Quand on parle d'intelligence hybride, on ne parle plus de l'homme augmenté, ni de la fusion homme-machine. On parle de la capacité de différentes formes d'intelligence, humaine, artificielle, naturelle, culturelle, à collaborer, se compléter et co-évoluer. Elle n'est ni artificielle ni organique, elle est relationnelle. Elle fonctionne comme un écosystème vivant, où chaque forme d'intelligence contribue à une compréhension plus riche du monde. Prenons un exemple concret. Un artiste travaille avec une IA générative, l'humain apporte l'émotion, la culture, l'intuition. L'IA apporte la vitesse, la variation, la combinaison. Mais la véritable intelligence n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Elle émerge dans la relation entre les deux, dans l'échange, la tension, la co-création. C'est ce que Samar Younes explore à travers sa méthodologie Quantum Craft, en tissant des liens entre la culture, l'artisanat et l'IA. Et c'est ce que Samir interroge dans son projet Swarm, où la technologie devient organique, politique, sensible, une intelligence distribuée, mouvante, post-humaine. Ces deux approches se rejoignent dans une même intuition, celle d'une écologie de la pensée, où l'intelligence ne réside plus dans un cerveau isolé, mais circule entre les êtres, les objets, les machines et les environnements. L'intelligence hybride, c'est peut-être cela, penser ensemble, humain, algorithme, paysage, culture, esprit, penser non plus pour dominer le monde, mais pour cohabiter avec lui. On va traiter aujourd'hui de trois grands thèmes. Le premier, c'est repenser l'intelligence. Le deuxième, c'est l'impact sur le processus créatif. Et le troisième, c'est les modèles open source, l'éthique et tout ça. Donc on va commencer par repenser l'intelligence. Si l'intelligence n'est plus un territoire réservé à l'humain, alors il faut apprendre à la regarder autrement. Pendant des siècles, on a défini l'intelligence comme la capacité à raisonner, à résoudre, à créer. Mais aujourd'hui, l'intelligence n'est plus une propriété individuelle, elle devient un réseau vivant, une dynamique partagée entre plusieurs formes d'existence. Ma première question à vous. Quand vous parlez d'intelligence, parlez-vous d'une capacité interne ou d'une relation vivante entre les choses? I'm going to speak in English, but I do understand his question. For me, I disagree that intelligence now is different. I think we have favored the logical because of colonialism and institutionalization with this sort of notion of eugenics, comparing what is logical and institutionalized as a more superior form of intelligence. But intelligence has always historically been in many entities, in the planet and and nature and indigenous wisdom and many different things. We just have been conditioned to put it as less of and erase it. So when I speak of the introduction of technology, the inadvertent result of the introduction of technology made us question what intelligence is, and suddenly the humans are freaking out that the intelligence that they've been learning in schools and mostly institution, and they have been conditioned to sort of position as intelligence, is actually now replicatable by systems that is basically replicating a lot of white-collar jobs. It's not really going after the skills of blue-collar jobs. And it is those type of intelligence that has always been diminished or put less of, or not put at the same level as other intelligence. So to me, it's a reckoning of
repositioning and reclaiming what intelligence is. There's like an irony in the fact that a lot of these systems are being developed by those white-collar positions and the technocrat of the days, but in reality, it's basically replacing them in a lot of ways as well. C'est peut-être une bonne chose que finalement l'intelligence artificielle nous a fait repenser notre façon de définir l'intelligence, parce qu'on se questionne déjà, c'est ça. L'idée c'est de se questionner, et c'est vrai que l'intelligence elle a toujours été multiple quelque part, mais c'est une autre définition qui est en train de commencer à se poser des questions et à changer. Qu'est-ce qu'on en pense, Samir? Écoute, l'intelligence, il va de soi que l'intelligence, a priori, serait individuelle et inhérente à chacun, à tout être vivant. Tout être vivant a une forme d'intelligence qui est là, qui est indéniable. Mais l'intelligence dont on parle, elle relève, on va dire, d'un niveau plus relationnel, comme tu l'as dit dans ton introduction. Elle est plus atmosphérique, elle est plus ambiante, elle est faite de transfert, elle est faite de contagion, en fait. C'est une intelligence contaminée. Et j'insiste sur cette notion de contamination ou de corruption. La notion de corruption me tient à cœur. J'ai l'habitude de mettre en avant ce que j'appelle le ministère de la corruption. Donc l'intelligence ou les intelligences dont on parle, c'est une forme de ministère. C'est des transferts qui se créent entre intelligences multiples. Il est très rare, dans un contexte académique, de parler de métaphysique. Et je pense que l'intelligence dont on parle peut aussi échapper à la physicalité du monde. Je veux dire, c'est peut-être justement cet ensemble de forces, de transferts, qui font que on sort un peu de la définition classique d'une intelligence, celle que j'ai donnée au départ dans mon intervention. Donc c'est de cette forme d'intelligence dont on parle, je pense, quand on mentionne l'hybride ou l'éclectique. Le fait l'hybride donne toujours à penser entre deux systèmes. Donc l'hybridation générale, comme en biologie, a priori c'est une sorte d'hybridation de race, d'espèce. Là du coup l'hybride, je pense, pourrait être conçu, ou on va dire perçu, comme une notion réductive ou réductrice. L'intelligence dont on parle peut devenir éclectique, elle est réseautée, c'est une intelligence de réseau. Et je veux dire un truc encore par rapport à ça, donc c'est quelque part ce transfert entre les choses, entre les systèmes. C'est la matrice qui sous-tend un peu tout ça. Je pense que c'est de cette intelligence-là qu'on parle, je pense. Samar, dans ta vision, l'intelligence peut être spirituelle, sensorielle, artisanale. Comment ces formes d'intelligence s'articulent-elles avec l'intelligence artificielle? So, for me, when we look into intelligences that we have been conditioned to sort of think of, we oftentimes are thinking of them or have been conditioned to think of them in a very scientific, rigorous way, backed with enough data and study to say A plus B equals C. But to me, having very static, deterministic outcome is a very rigid form of intelligence. Hence, when I was sort of looking into a lot of these systems that are very mathematical and use a lot of token and deterministic way of thinking, it was antithetical of how my divergent way of thinking, being like borderline dyslexic, in terms of how I approach or look into solutions. So for me, what is perfect is imperfect. What is unfinished is something that I don't necessarily look into as a finished product. For me, it has to mimic nature, it has to continue, it has to mutate. Because if you look into the life cycle of a product and why we are in this predicament, be it, what's happening with the environment and what industrialization has caused, it caused a lot of very deterministic end product where you don't think of the life cycle of anything that's been sort of created, be it an object, be it a building. You're not really thinking in a very sort of alive way
to produce and create. You're thinking of end product that is at the end of the day dead. So for me, creation comes from all these other intelligences. When I talk about ecological intelligence, is thinking of how you're creating and thinking of the life cycle, whatever you're creating, similar to how ecological and the natural world lives. When you think of ancestral intelligence, it's also thinking about, you know, the story that you tell or the story that you're seeing is basically what has been in the canon of knowledge and that has been surfaced. But is it really the story? What are other stories that has been, you know, erased or sort of put under and choked and not visible? And these are the type of stories that are worth looking at, because you always want to look at things in a very non-binary way and look at all the different angles. So that's why when I talk about ancestral intelligence, I'm looking into the genealogy of things, whether just like a cartograph or an anthropologist, it's also looking into the entire context and the entire vernacular of something. And when I look, lastly into artisanal intelligence, how can you have intelligences and have this sensorial feeling of what intelligence is, which is a big part of our embodied livelihood that is not represented in machines. And that is very much how you sense and feel things. You know, having built, the first half of my career very much embedded in craft and material intelligence, understanding how a surface feel, whether that surface is wood versus metal versus clay versus textile, understanding how the material behaves. I can understand how it behaves when I'm drawing it or on the computer, but when I'm touching it with my hand and manipulating it, I understand a certain condition that none of those systems are able to understand, and that is embodied intelligence. Just like when I'm dancing or moving my body, the movement that come about is the sort of sensory experience that is also connecting to sound, connecting to how my body behave in a very specific way that also no other intelligence sort of exists. So when I look into artificial intelligence, on the other hand, I look at it as a system that is exceptional at looking at patterns in a very mathematical way, but I also look at it as a material aggregator, that it's able to pull a lot of material together, and I'm able to utilize it based on what it does by creating conditions to oppose its sort of predictive output. Because a predictive output, if I'm putting anything, knowing this is how it sort of thinks, and it's already a biased, stereotypical aggregator with a lot of Western epistemology, it is my obligation to make sure all the other knowledge systems are in there, and my embodied experience through all these other intelligence I mentioned are being utilized in how I work with it. Samir, dans Swarm, tu parles d'une intelligence qui émerge du chaos, de la guerre, du flux. D'où vient cette idée du Swarm? Est-ce une réaction à la guerre ou un outil pour repenser le monde? Ok. Swarm, en tant que, on va dire que concept, ou que paradigme, changement paradigmatique, comme je l'avais présenté dans ma performance, et à travers bien sûr ce qu'on a appelé les apparatuses, les 11 appareils des étudiants qui ont fait l'objet de cette performance et de cette présentation, et c'est tout simplement né d'un besoin que de relire la guerre, ou le contexte, la contextualité de la guerre, autrement qu'à travers le traumatisme, ou la reconstruction, ou la réparation, parce que ce sont des réflexes qui nous viennent a priori. Donc, venir réparer un contexte de guerre, on va dire le remettre dans une sorte de normalité. Donc, l'humain a toujours tendance à ça, à venir un peu penser comme ça, surtout l'architecte, je parle d'une position d'architecte ici. C'est le domaine un peu où je me sens un peu plus confortable, et donc voilà. Et donc, au lieu que de nous enfoncer, de m'enfoncer un peu dans ces réflexes premiers, Swarm
voulait ou tendait à acquérir ou à conquérir la condition collective, donc de représenter un peu la situation comme une condition collective d'intelligence qui aurait pu fonctionner à l'unisson et se réorchestrer, se réagencer, afin que de pouvoir justement absorber cette contextualité et la retransmettre, la retranscrire. Donc c'est pour ça que chacun des appareils, des dispositifs spatiaux, mais ce sont aussi des dispositifs qui sont dans ce rôle matérialisé, ce ne sont pas des abstractions, vous êtes d'accord? Donc à travers ces dispositifs-là, le but était de créer ou de recréer cette condition collective, cette convergence d'intelligence qui est à la fois formelle, donc morphologique, mais aussi vocationnelle, programmatique, et aussi et surtout, bien sûr, contextuelle. Il avait un rapport toujours avec une sorte d'ancrage, même si certains de ces appareils sont aériens ou volants, donc certains pourraient les prendre comme étant déconnectés d'un contexte. Et là, en fait, j'en profite pour un peu réinsérer cette notion qui m'est très chère, celle du drone. Donc, le drone qui, au départ, semblait être une fiction, alors que, finalement, c'est devenu un réel même dans notre contextualité en crise et en guerre continue, le drone est une réalité, est un paramètre fondamental. Donc ça n'est plus forcément un objet ou une entité militaire, même si elle a un but militarisé ici dans ce cas de figure, qu'on peut ignorer, négliger, mettre de côté. Donc le drone pour moi, en fait, était un choix qui avait un rapport à l'espace, au contexte, naturellement. Ici, le drone en site de guerre est un objet militaire, un engin volant, ok. Mais nous, on prend le drone dans un plus large, on va dire, entendement. Donc, le drone est distant, il est métier, il est algorithmique. Il contracte en lui plusieurs propriétés. Et donc, par rapport à ça, le drone devient symbole d'une figure de vision, de violence, comme je l'avais dit tout à l'heure aussi, de vision, mais aussi d'endurance et de mémoire. Donc c'est la notion mémorielle qui ressort ici. Et dans Swarm, l'architecte est devenu presque drone. Donc le drone devient principalement l'architecte à distance, l'architecture à distance. Et donc, l'architecte n'est plus le maître de son terrain, comme un architecte classique, comme on le connaît, comme je l'ai connu moi-même dans ma formation des années 90, fin des années 90, début des années 2000. Mais donc l'architecte devient aussi, comme un drone, opérateur parmi d'autres intelligences. C'est là où on pourrait affilier par la suite vers le costume. Je vais enchaîner tout de suite, au fait. Toujours à toi, Samir. Comment les intelligences hybrides se manifestent-elles dans ce monde? Est-ce une fusion entre les intelligences humaines, machiniques et environnementales ou un nouvel écosystème de pensée collective? Oui, voilà. La condition collective, j'en ai parlé, bien sûr. Et au fait, j'ai référé à Jacques Rancière dans ma présentation, lui qui parle énormément d'esthétique et de politique, pour la simple raison que la définition de Rancière était déjà très explicite. Il parle de distribution du sensible, de dissémination, d'une forme de grammaire de la dispersion. Donc, l'intelligence, ici, aujourd'hui, en tout cas dans notre contexte à nous, est disséminée, elle est dispersée. Elle n'est plus centrale, elle n'est plus centralisée, elle est décentralisée, elle est presque atomisée, elle n'a plus d'échelle, elle est scalaire. Donc, dans Swarm, on va dire, Swarm était une sorte de structure mentale qui avait pour but que de permettre à l'audience, je vais avoir même à nous-mêmes, à moi-même en tant que directeur d'atelier, à mes étudiants en premier, de visionner ce que la machine, la matière et le vivant
pourrait induire en s'entrelaçant. Et là, je reviens aussi à cette notion d'agencement enchevêtré, ou en anglais, entangled agencies, les agencements entrelacés, l'entrelac d'agencement. Donc ce sont ces agencements-là qui expriment l'intelligence ou les intelligences dont tu parles. Voilà. Samar, quand tu actives l'IA à travers des intelligences ancestrales, tu ne réintroduis pas le passé, tu génères quel type de futur? For me, I don't separate ancestral and futures because some of the most future-forward civilization have happened in the past. How we define futurity is not necessarily through a temporal lens. So when I look into ancestral intelligence, for me, intelligence is about accumulation rather than erasure and replacement or creating new paradigm or new way of sort of seeing. For me, I'm more interested in how do you accumulate, and by accumulation, how do you mutate, versus how do you copy, erase, and create something new. And there is a big difference in that method, because otherwise we are completely removing the genealogy and the historic sort of context of things and contributing to monoculture and what I call, the opposite of how do we induce and cultivate complexity. And we can't cultivate complexity in an echo chamber or from nothing. And how can ancestral material and knowledge and the entire sort of a past that we have had inform not only so much how we do the future, but layer into it. So those fragments don't become buried in a chest or completely disappeared and dissipated. And that's how I sort of see a lot of the work that I do. There is a lot of the fragments of the past that are within it, but they have been mutated and sort of almost like material to sort of give form to something entirely new. Est-ce qu'il y a parce qu'il y a un risque, est-ce que le futur représente un risque? Parce que finalement, le passage de savoir d'une génération à l'autre, donc ce savoir, cette intelligence ancestrale a toujours existé. Est-ce que tu vois un risque dans le futur où fait avec tout ce qui est en train de se bousculer, est-ce que ça risque de quelque part passer outre ce passage de savoir, et donc il y a un risque pour le futur ou pas? No, I actually see it as something that will hopefully safeguard ancestral knowledge. We just had the panel before that was talking about artisans and how a lot of their knowledge is dissipated because the youth culture is not interested to work with their hand or really spend time to develop craft, to really witness and spend hours and hours understanding material. They're interested in very fast, immediate results. And because they have been cultivated to be algorithm first and thinking like machines, what they're interested in is outcome and things that's gonna make them, feel good, meaning get the most likes, get the most virality, whatever that means. So there is not really an interest in so much of what's ancestral and the knowledge that's really important. And most of the younger generation, no offense to whoever is in that same paradigm, but that's the truth. So for me, if there is ways, and I see a lot of that happening in youth culture, in particular in indigenous culture in South America and Oceania and beyond that I was discussing with Michael before, in which technology is being used to actually safeguard things from extinctions. In the Amazon, a lot of these indigenous culture are actually training a lot of open source model on the language that's disappearing, because that language is not, there is a rupture, and that rupture is because of industrialization and extreme capitalism, pillaging, colonialism. The diaspora has created the same type of rupture. So a lot of diaspora community in Oceania are teaching via TikTok instead of just doing dances for virality. They're actually utilizing virality as an insurgent weapon.
and they're doing it to teach the diaspora their language that's disappearing. So this is to me how you're actually utilizing the sexual intelligence, moving it forward, but outsmarting the system. So instead of the youth culture being weaponized and being used as clown for the algorithm and as extraction tool, they're actually clowning the algorithm by perpetuating their heritage and moving it forward in ways to trick the algorithm by using the same mechanism of virality that the algorithm creates. And that to me is critical. Ok. On va passer on va parler un peu de l'impact de l'IA sur le processus créatif. On est tous les trois, on vient d'une génération où on a été formé de façon traditionnelle. Moi-même, c'était dessin, le digital n'existait même pas, donc c'est nécessairement le fait de travailler, de manipuler ces outils perturbe un peu notre façon de penser, de réfléchir et de créer. L'IA n'est plus un simple outil d'exécution, elle devient un collaborateur d'imaginaire, un miroir de notre propre imagination. Mais comme tout partenaire, elle transforme la manière dont on travaille, doute et décide. L'IA ne change pas seulement les outils, mais la structure mentale de la création. Elle transforme profondément la manière dont une idée naît, se développe et se matérialise. Question pour vous deux, l'IA est-elle pour vous un outil, un collaborateur ou une intelligence autonome? J'y vais. Ok. Ben, il va de soi que l'IA est un outil, mais j'ai envie d'aller dans la négation. Je pense que l'IA, ou je penserais que l'IA n'est ni outil ni collaborateur, comme tu viens de le dire, mais plutôt une sorte de partenaire indocile, une sorte d'agent de la corruption. En termes de pensée architecturale et de production architecturale, je pense que l'IA dérange. Ce que je dis n'est pas forcément péjoratif, je dis qu'elle dérange dans le bon sens. L'IA est capable de mettre l'architecture en crise, de mettre l'architecture en abîme. C'est une mise en abîme, carrément. Donc c'est un peu comme ça que je vois ce partenaire indocile. Alors, à quel niveau l'IA est un glitch. Je prends ça comme ça. L'IA est un glitch. C'est un outil de la distorsion, again dans le bon sens. Je dis tout ça, quand je dis distorsion, contamination, corruption, infection, je veux dire tout ce jargon va dans le bon sens chez moi. J'aime la corruption. Vous voyez un peu ce que je... Donc l'IA est un bon partenaire, une belle partenaire, en tout cas du moins, mais elle est indocile. Elle est capable justement de drifter, de faire dériver, de ramifier. Elle est rhizomatique, ou rhizomique, en tout cas. C'est un rhizome. Donc, c'est comme ça que je comprends l'IA. L'IA est un outil, on va dire un agent de la crise, et c'est un agent qu'il faudrait qu'on domestique. C'est un agent qui nous est utile. C'est un filtre, ou plusieurs, je veux dire, l'IA est un filtre, finalement. C'est un filtre qui nous permet de restituer un regard nouveau, alors de nouveaux regards sur la réalité, les potentiels du réel, les mondes du possible, mais aussi, de mon point de vue, l'IA est un agent linguistique, donc ça te permet de broder du langage, c'est une couture linguistique, et donc quand tu es capable de réinventer, ou on va dire, de générer, ou de faire dégénérer le langage, c'est bonne chose. Donc, c'est à l'architecte. Alors, la question d'auteur, je pense qu'on va y arriver, cette question de... Et c'est à l'architecte de savoir détourner l'IA. Tout comme l'IA le détourne. C'est un aller-retour entre nous, ce qu'on fait. Est-ce que, on va dire, ce code, cet algorithme est capable de nous rendre naturellement, la pensée critique est primordiale dans tout ça. L'être humain a ça comme gros avantage, que d'être capable de contracter une forme de pensée critique qui lui permettrait de détourner l'IA au service de sa production, de sa vision, de ses recherches. Pour toi, ça va.
for me, a lot of these systems are the cherry on the cake of, extreme colonialism, extreme control. That's how this system has been created. They've been observing and not only observing, but spying on our behavior for the past 20 years. And it sort of is the epitome of industrialization at scale, domestication at scale. This is what a lot of these systems are. That's why I look into AI as an aggregator material that is biased and that is literally aggregated all the sort of knowledge that is available to it, which is pretty much what's on the internet or what's, readily sourceable, available, controllable, observable. And the problem is, because we have been so conditioned to tokenize ourselves, we haven't seen it. But I think what's interesting to me, and I talk a lot about the notion of rewilding AI, and it comes from a lot of ideas from Leila Abdelrahim, who is an anthropologist and she's an anarchist too. She's very much anti-technology, but she talks a lot about how the problem is we have domesticated our society and our kids so much that the imagination and cultivating imagination in kids gets really thwarted at a very young age to kind of give way to discipline and to give way to this idea of disciplining is the antithesis of imagination, and it is the start of extreme institutionalization to force you to all think a certain way, to all fit in certain boxes. So what happened with a lot of these domesticated kids, you end up with the outcome that you have today where everybody is like very obediently looking into the iPad and swiping for likes and doing, the things that you do, because it is the outcome of what's happening now. When I talk about how can I use AI as an agent for rewilding, because at the same time, because we have been so conditioned to deliver outcome at a very high speed for optimization and efficiency, what if you are using those tools that have all this aggregator material and you're able to not use it as a collaborator, but through this rewilding protocol to reclaim imagination? Is an incredible thing that the society created where imagination and play is limited to somebody who is a really young child, but it is a human condition. I am almost 50, and if I'm talking about how society functions in ageism, technically, I shouldn't be sort of imagining and creating wild things, based on how society thinks I should be at the age of 50, because that's how, you're tagging people or kind of, putting people in boxes. But the child within is there at any age, but the ability to play and imagine and sort of go down the rabbit hole and create out of this, aggregator material, a rewilded serendipity engine that allows you to really further your curiosity when we are in a society where curiosity is no longer an option. How can you sort of really connect things that have nothing to do with each other? You have to rethink of yourself as a child. And a lot of my Quantum Craft Lab Imaginology, I always say when you use these systems, you gotta talk the talk of a child. You cannot use the words that has been conditioned and tagged because they are associated with stereotype and archetype. So if I'm describing somebody, in the system, and I'm saying a beautiful woman, it's associating beautiful and woman through a eugenics association of what that looks like. But if I'm a child and I don't know what the word beautiful is and what even a woman is, I'm describing it through a very different set of linguistic. And this is the type of linguistic that is insurgent in terms of how you work with a machine that is tagged to recognize certain things, and how can you sort of recognize a very different form of intelligence in terms of working with it. So to me, it is a type of engine that could be a perfect serendipity engine to kind of cultivate
curiosity and imagination. C'est vrai que parfois les mots tout seuls n'arrivent pas à donner une bonne représentation de l'image qu'on a en tête. Et c'est vrai que là, ça peut être complètement biaisé par... on a besoin de décrire plus, d'aller plus dans les détails, d'avoir plus de références pour pouvoir vraiment être plus précis. Toujours pour toi, la Quantum Graph ne cherche pas à enseigner quelque chose à l'IA, mais à l'activer à travers des formes d'intelligence auxquelles elle n'a pas accès seule. Que révèle cette activation que la simple logique de calcul ne peut pas percevoir? So quantum graph, and the reason why I love using those two words together is how can you sort of craft with very different entities and very different ways of thinking? How can you sort of, and quantum graph is not only applicable to how you work with AI. AI is one way to sort of activate quantum graph, but it's proposing anything, you know, that you're working with through this quantum graph paradigm. How can you, not an entanglement or transdisciplinarity, but how can you, through their own separate, you know, forms of intelligence, look at, you know, solution through these different epistemologies? How can I look into, you know, how am I creating a solution of this through an ecological perspective? How am I doing it through an ancestral perspective? How am I doing it through an artisanal perspective? How am I doing it through, you know, what if this doesn't exist? What if I'm sort of repositioning and kind of eliminating things and challenging how I'm kind of looking at things? And when it comes to utilizing tools that help me kind of do that, is of course many different tools. Some of them are research-based, some of them are making-based, some of them are AI-based, where I'm working between models like LLM model, language model, knowing that they are trained on Western epistemology, but where I'm challenging them to give me not the response that I'm sort of asking it to give me, but give me opposite response. We sort of like fragment, rebuild through those different intelligence systems that I'm sort of, and epistemologies that I'm sort of specifying. Same with when I'm working with language model. Oftentimes when I'm working with language model, and I mentioned that before, 90% of the time I'm not using prompting at all. I'm just using images. And these images are fragment of ancestral fragment, images of things that I took pictures of, that I've worked with my hand, and images that I've also generated out of potentially some verbiage and different things. But what I'm really interested in is understanding how the machine mixes all these fragments together to give way to new equations. So I look at it very much like an artisan or a painter is mixing paint. So if like usually like white plus yellow plus blue is giving me something specific, I'm mixing these different data points to kind of create a new material, and understanding what the condition of that material may be is really interesting, because it allows you to understand the metadata of the image and go back into the physical world and understanding again through the philosophical lens and temporal lens, what if you're mixing these ideas together to look into this solution in a very different light. So it kind of goes back and forth and informs processes. Samir, quelle place pour l'intelligence artificielle dans ce rôle? Est-ce un outil de spéculation, un agent actif de la création, dans la création, ou une conscience architecturale parmi d'autres? On a peut-être utilisé le terme conscience. Ok, là du coup les choses se compliquent. Mais au fait, moi je pense que je parlais tout à l'heure de la partenaire qui peut aider le concepteur. Et again, reste à voir si ça va rester dans un mode de monoconception, parce que justement là les choses deviennent multiples, plurielles, donc multidimensionnelles. Donc du coup, moi je pense que chez les architectes du moins, le but serait que de ne pas rivaliser avec l'IA, que de l'intégrer vraiment dans cette sorte d'approche qui justement devrait sortir du mode mono, comme dirait Samar, la monoculture. Là du coup on est dans le pluri, dans le multi, donc il y a une intégration très importante à y induire.
Il ne faut pas rivaliser avec l'IA, parce que les architectes ont tendance à le faire, du moins dans un contexte académique. J'ai l'impression qu'il y a pas mal, qu'il y a une bonne partie des protagonistes, qu'ils soient du côté de l'équipe enseignante ou même, parmi les étudiants, qui ont comme une impression de rivalité ou de rivalisation. Donc, je pense que c'est cette conscience-là qu'il faut un peu détourner, éviter, parce que le but au final c'est justement que de créer une pensée spatiale augmentée. Finalement, c'est la conscience de l'augmentation qui m'intéresse IA et là, pour augmenter les possibilités, pour les itérer, les varier, nous permettre vraiment de prendre conscience de cette variabilité ou de cette variation, tout en l'intégrant dans nos processus de travail, chacun dans son domaine. Donc, voilà par rapport à... si par exemple, parce que quelque part l'IA est présente dans les projets, ça veut dire que ça a été... disons que c'est possible de le faire sans IA. Qu'est-ce qui a changé? Je vais te dire un truc. Le fait d'utiliser l'IA concrètement, simplement dans ce projet, quoi. Oui, dans Swarm, plus précisément, l'IA ne joue pas un rôle prédominant. Elle vient dans une bits and pieces, dans des moments très particuliers, dans des fragments. Le fragment peut être une sorte de brainstorming, un aller-retour entre un humain, concepteur, architecte, concepteur et la machine, comme ça pourrait être aussi, à un certain moment, on va dire une sorte d'augmentation technique dans l'itération, dans ces allers-retours, dans cet abus de la répétition itérative. Donc, Swarm est fait aussi d'un volet analogue qui est très important, là où l'objet physique est présent, la physicalité est importante dans Swarm. Et d'ailleurs, même si l'IA, au final, nous projette ces virtualités restent physiques, c'est des mondes physiques, c'est des dispositifs physiques qui se rabattent dans une réalité, dans une contextualité de guerre, etc. Donc, ok, again, tu le disais tout à l'heure, nous, on est issus d'une génération, de la génération X. C'est cette génération qui était un peu à cheval entre l'artefact physique, l'analogue, la machine physique, les machines balbutiantes, les balbutiements de machines, comparé à ce qu'on a aujourd'hui, mais aussi cette sorte de shift vers la digitalisation sauvage et tout ça. Ça, on en a témoigné. Et donc, du coup, quelque part, on ramène avec nous ce patrimoine. Et on l'induit aussi dans les générations d'après. Sauf que, naturellement, les générations d'après, eux, ont aussi leurs repères, qui sont différents des nôtres. Même si nous en sommes conscients de leurs repères, on les vit aussi, on les utilise, on en fait usage. Donc, dans Swarm, plus spécifiquement, il y a toujours ce patrimoine analogue qui est là, qui est augmenté justement, et qui, l'une des intelligences, et je dis bien l'une des intelligences, est l'intelligence artificielle. L'une des intelligences qui augmente est l'intelligence artificielle. Elle n'est pas la seule. On a tendance à prendre ou à comprendre ça comme étant l'intelligence suprême. C'est ça, ouais. Elle ne l'est pas. On pense que c'est de la magie, que l'intelligence artificielle fait tout voilà, ça. En fait, ça n'est pas l'intelligence suprême. Exactement. Pour clore un peu cette section-là, le temps passe vite. On va parler un peu de l'auteur, l'émotion, la responsabilité quelque part. Quand on parle de coproduction, en quelque sorte, donc c'est qui l'auteur? Une offre co-créée avec l'IA, qui en est vraiment l'auteur? Et ça, Oui. En tout cas, cette notion-là, elle se stretch et elle affecte énormément notre mission, quelque part, en tant qu'encadrant, enseignant, faisant partie d'un système académique. Cette question de profondément, on est dans une sorte de malaise existentiel dû à cette notion-là. Est-ce que nos étudiants sont eux-mêmes les auteurs de leurs œuvres? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Est-ce qu'ils sont à moitié auteurs
Moi, je vais référer à Roland Barthes. Roland Barthes, qui lui, déjà dans les années 70, je pense, avait parlé de la mort de l'auteur, the death of the author. Et donc, l'auteur, l'intention, en tout cas, un ouvrage, un écrit, un texte, n'est pas juste compris à travers l'intention de son auteur, mais c'est surtout à travers l'interprétation du lecteur. C'est là que les choses se jouent aussi avec l'IA. C'est cette question, c'est ce rapport de qui est l'auteur, qui est le lecteur. Est-ce que l'auteur devient le lecteur et puis redevient l'auteur? Il y a toujours cette sorte de transfert aussi. There's a transfer between authorship and being the author and the reader, and then the author again. Donc moi je pense que c'est là que les choses deviennent un peu plus complexes. On n'est plus dans du mono, on est auteur, on est lecteur. On devient, on va dire, on devient transformiste. Et on se transforme d'un cycle à l'autre en embrassant un peu tout ce process. Donc voilà par rapport à cette question-là. Pour toi, ça va. It's adjacent to what Samir is saying, but to me it's the death of the ego. We have been, over the past, several, years, amplifying for the ego because of extreme capitalism, but it's also because of the commodization of everything culturally. Everything has been commoditized, from art to object. We are all basically, become object for sale. And by doing so, we're also positioned to think, because of this commodization and this inert competition, the ego becomes where we believe we are individual geniuses. And historically, society have always been built on the collective. Architect or the artist or the philosopher existed in societies as building society for the people, by the people. It wasn't never about the star architect or the star artist. Like, the stardom wasn't the goal. The goal now is the stardom. The goal is, again, virality, ego. And by doing so, over the past few years, we completely have forgotten that it has always been collective. That, when we look at authorship and who is the author of any work, it's always been collective. It's always been inspired by who you have seen, who you have sort of been inspired by. But humans have sneakily, at least to be, when they were commodified and they were put in competition, they would erase their source of inspiration, or they would sort of very easily steal, pillage, appropriate, and then position a work as their own. Paradoxically, with AI, it's very obvious that it's been trained on human labor, on human artistry, on human form, and it's not, it's not even questionable. But at the same time, because a lot of these models, you can trace the genealogy and understand where the training comes from, you can understand provenance. Can you understand the provenance of some of the pottery that's been sort of, extracted from a lot of indigenous culture that now a star potter is putting out? No, you can't, because it's always been positioned as, ex-star potter or ex-star architect, as though they invented it out of like the ether or out of air, and they're the star, and there's no provenance and no acknowledgement of that, place of origin, which is a very much, again, of extractive colonial paradigm. And the reason why I like to think of how AI could be potentially a structure if we are actively working towards, working in these systems to ensure that it becomes a Silk Road 2.0. For me, I would like to sort of think of technology. Does it enable me to understand the genealogy and vernacular of anything I see around me? I would like to go into a museum and scan an object and understand the entire genealogy of where that object came from. When was it pillaged? How did it come about to be in the museum? How was it sort of extracted? What culture did it come from? What it was inspired by? This is how technology can sort of allow us to kind of create. And when I talk about authorship,
it becomes irrelevant because authorship is around, complexity. It's around layers of knowledge and layers and genealogy. It's about ancestral. And when we look at ourselves as future ancestors, that I look at is preserving this complexity and preserving these layers. Not thinking suddenly we just kind of came about, born out of the blue, and positioned something as, the Holy Grail and nothing before matters. C'est tout à fait vrai. Moi, il y a quelques jours, j'étais en train de discuter avec un ami et comme je faisais de la musique, et je disais qu'il y a plein d'idées dans ma tête, plein de mélodies dans ma tête, mais je ne sais jamais au fait si c'est une mélodie que j'ai écoutée quand j'étais petit, il y a 5 ans, ou c'est bien, ou c'est vraiment moi qui compose, ou c'est quelque chose qui est... Donc nécessairement, on absorbe tout dans l'art en général, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent, et ça ressort. Donc quelque part, le côté auteur, co-auteur, c'est discutable et c'est assez intéressant cette approche. On va finir par la partie responsabilité et éthique. On va parler des modèles IA et la partie open source. L'intelligence artificielle ne transforme pas seulement la création, elle redéfinit aussi la manière dont le pouvoir circule. Derrière chaque image ou texte généré se cache une immense base de données issue du monde réel, mais toujours limitée et orientée. Ces modèles ne comprennent pas le monde, ils recombinent ce qu'ils ont appris à partir des données fournies. C'est là qu'une distinction essentielle apparaît entre l'IA fermée et l'IA open source. Les premières, les IA fermées, contrôlées par quelques grandes entreprises, sont opaques et risquent d'imposer une esthétique uniforme et mondialisée. Les secondes, ouvertes et collaboratives, démocratisent l'accès à la technologie et permettent d'y intégrer la diversité des cultures et des imaginaires. Mais cette liberté s'accompagne d'une responsabilité collective. Si chacun peut créer son propre modèle, et on peut déjà, chacun peut aussi propager ses propres biais. La vraie question devient alors, comment créer ensemble dans un monde où l'intelligence devient ouverte, distribuée et partagée? L'open source, démocratisation ou nouvelle monoculture, l'accès universel peut-il coexister avec la complexité culturelle? Okay, this is an excellent question because to me, I like to work with both open source and closed source model because even in closed source model, I purposely work with them in order to impact the training. Because otherwise, if it sort of is already trained and it's closed and centralized, how can I sort of distort the training by creating agent and training it through specific protocols to behave a certain way? It's something that I like to sort of play with and test. Whereas decentralized model, these are the type of tool in which I can train whole system, whole ideas, whole tools in which I can work with on a larger scale system that's not feeding the sort of centralized beast and all the technocrats, in Silicon Valley. So that's sort of like the two paradigm in terms of what that is. When we talk about ethics, it's about this fine line of what you're sharing as far as information, but also how much are we thinking is private information and how much are we thinking as public information, knowing that every single industry is going to be impacted, from medicine to psychology, obviously medicine is psychology, to education systems, to governmental system. Everything is already been conditioned and optimized to have these tools as part of the system, and those systems are centralized. And that's where it becomes really muddy. When you're able to sort of think of, in medicine, you're able to move towards prevention and have a digital twin where, has your entire kind of DNA and genealogy to predict what kind of disease you might have, but how much private information you're going to keep away and who has access to that and how can it be weaponized, it's a double-edged sword. When you look into system like governmental system that now, for instance, in the US, we have to have these IDs that already have biometric data in it and can track you and sort of, almost kind of position you as a model citizen if you are, your social core is good or not
what your behavior is in society, what your behavior is on social media, and where you qualify, and your behavior is, of course, according to the major kind of, powers that be to want to decide where you stand. This is where it gets really interesting, and that's where in situ, what can you create as hardware and things to camouflage and sort of camouflage your identity while being able to completely distort and create things that hack the system. Because ethics is going to be very muddled and very hard to control in this new world that we're going to be facing. And this is one of the biggest risks to sort of navigate. On est d'accord que tout ce qui est ouvert n'est pas forcément synonyme de diversité. Et les open source, la source ouverte n'est peut-être pas forcément et systématiquement synonyme de diversité. La vraie diversité... L'idée, c'est que quand c'est ouvert, donc on peut vraiment la compléter. Donc, oui. Ça veut dire on peut la compléter comme c'est ouvert, on peut oui. l'utiliser comme base et rajouter, par exemple, notre propre vision, oui. nos propres données. Justement, il y a de la open source qui tombe aussi, comme tu l'as dit au départ, dans une homogénéisation, dans une sorte d'aplatissement de la base de données, une production générique. Mais c'est là où les choses deviennent intéressantes, c'est justement quand cette sorte de open source arrive à localiser, à spécifier, à rajouter les singularités, alors cette notion de singularité dont tu parles. Donc moi je suis plus peut-être en la faveur justement de, là aussi, d'une induction d'une intelligence en open source, mais localisée, locale, où on peut pirater, détourner, contaminer, induire de la singularité, de la localité, de la dissension, du dissensus pour revenir un peu à l'ancienne plus tôt. Donc c'est surtout ça. Alors moi je ne suis pas un grand utilisateur de la open source, mais je pense que là aussi, le piège, en termes vraiment d'intelligence artificielle, c'est de s'aplatir dans le générique sous le label du partage. Ok, it's open, c'est accessible, on partage, mais finalement, ce qui en sort pourrait réaplatir. Je veux dire, donc le ricochet, le rabattement n'est pas forcément en lui-même une progression et on va dire un pas de plus, ou une émancipation supplémentaire au travail en question, ou en tout cas aux utilisateurs qui veulent faire avancer ou leur recherche. Donc voilà, je pense que c'est double-edged. Ouais, je pense que les deux vont coexister, c'est à nous de voir comment les utiliser exactement comme ça. Mais également, je pense que ce serait intéressant de voir comment les contrôler, ça veut dire se les approprier quand c'est open source et faire quelque chose avec, parce que pas tout le monde est en train de penser à ça et de ne pas être dominé par une monoculture quelque part. Donc ce serait intéressant. Finir un peu vers une question pour chacun et puis une question pour les deux. Devons-nous viser une intelligence globale ou au contraire une pluralité d'intelligence locale enracinée dans leur culture? C'est un peu ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est-à-dire, vous voyez ça comment? De partir dans quel sens? Parce que finalement, les deux, actuellement, pas vraiment les deux là. Actuellement, il y a une globale, même s'il y a des open source, mais ils ne sont pas encore assez développés ou n'est pas assez nourris pour que ça devienne des modèles parallèles. Mais potentiellement, ils ont la capacité. Donc, c'est un peu à nous de voir où on va les amener. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? I think if we're cultivating for complexity, you have to sort of have cultural, localized nuance. If you think of things like gentrification or tourism as, a simplified example, you can replicate models that exist everywhere and are similar between different contexts. If you're traveling here or there, you have the same similar experience. If you transfer this idea to models and how you're optimizing for complexity, which is what I do with quantum craft, you have to sort of localize context. So as you're developing and sort of utilizing open source model or closed source model, wherever the provenance or where this is being developed has to have the nuance of the specificity and the context of the place.
We have such specificity and such genealogy of culture that have come before us, like let's say in Lebanon and the Sawana, that if that specificity and that nuance is not attributed and being really worked with the student and anybody who's working with these systems, then you're risking flattening and also amplifying Western epistemologies versus the nuance and complexity of all the cultural genealogy that came before us, and contextualize it here within what is historically accurate to this area, this region, and the context of the war and people's personal context. So everything has to have a very unique footprint and being personalized accordingly, in my opinion. Dernière question pour Samir, et puis une autre pour toi, Samar. Samir, tu conclus ton texte par le post-humain et maintenant. Est-ce pour toi un appel à agir ou le constat que nous vivons déjà dans cette condition post-humaine? Ok. Je l'avais dit plus tôt, à la fin de ma conférence, que le post-humain était maintenant, en effet. Mais pour la simple raison que je ne pense pas que la notion de post-humain est futuriste. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je pense que ce que nous vivons dans nos gestes, nos réseaux, nos ruines, pour revenir à la guerre, est post-humain. D'emblée. Post-humain parce qu'il est, comme je l'avais défini, et comme dans la définition même du post-humain, une forme de mutualisme. Il y a un partage réel entre espèces, il y a un réseautage, il y a des transferts qui se produisent, tout ça, ça se produit déjà. Nous sommes réseautés, nous vivons dans un réseau. Bon, c'est pas pour revenir un peu au cliché de la matrice dans les années 99. La matrice est là, elle est partout. Donc tout est déjà installé. Et oui, le post-humain est un constat, ce n'est pas du futurisme. This is not futuristic, and I dislike this term, by the way. C'est pour ça que j'avais, à l'envers de ce qu'on pourrait penser, que post-humain, c'est après l'homme, c'est contre l'homme, il y a toute une paranoïa qui vient avec. Ah, mais c'est foutu, quoi, pour l'humanité. Non. C'est justement comment tirer profit de ces agencements au service de l'humain en tant qu'espèce, mais aussi pour les autres espèces vivantes, pour les autres systèmes qui fonctionnent, qui s'activent, on va dire, pour cette sorte de vitalité globale dont on fait partie, étant une espèce parmi tant d'autres. Naturellement, je pense que ce qui crée surtout la paranoïa, c'est cette question de machine qui devient sentient machine. C'est un peu ça qui fait triper l'homme. Mais bon, finalement, quand on y pense, we are the byproducts of nature. La nature, on va dire avec un grand O, la dimension organique. Nous, on se considère comme étant dérivés de cette dimension. Donc, we are a byproduct of nature. Machine is a byproduct of us. So, est-ce que la machine est une autre nature? Donc, moi j'essaie de simplifier comme ça. Est-ce qu'il faut accepter justement les dispositifs ou la machine, the apparatus notion, as just another nature, you know? Donc c'est un peu là aussi ce transfert qui se fait de la nature à l'humain, à la machine, etc., etc. Et puis on peut y injecter cette dimension métaphysique, again, du spectre, du ghost in the machine, pour revenir un peu à nos réflexes manga. Donc, nous faisons partie de tout cet ensemble-là. C'est une orchestration globale. L'humain, quand il devient trop humaniste, je pense qu'il zappe, il loupe des paramètres essentiels de son existence. Donc c'est là où, pour moi, le post-humain est un constat et non pas une paranoïa ou une alerte dans l'absolu. Samar, tu n'ancres pas l'IA dans le sensible, tu révèles que l'IA sans incarnation culturelle n'est qu'une logique de calcul colonial. C'est quoi la différence entre IA activée et IA domestiquée? I'm gonna first just, build upon really quickly the idea of post-human. We are already augmented, we are already post-human. We use, hearing aids, we use
vitamins in our bloodstream. There is plastic particles. We use cars. We are already post-human in many ways. And there is not one being that is within us that is not one way or another augmented. We're already augmented. When we sort of, look into a system like artificial intelligence, what is artificial about artificial intelligence if it comes from human collective intelligence? The reason why it's artificial because the cognitive function is artificial. And I think that is the nuance that we need to understand. When I went to see the Venice Biennale of Architecture called Intelligence, Artificial, Natural, Hybrid, it wasn't about this sort of dichotomy between what's artificial and what's natural. It's about what was fabricated by us, which is in a natural way, but through apparatus that are not necessarily natural, and what is raw material transformed by hand versus industrialized material or industrialized systems to create or to hybridize and sort of mix together. So when we talk about, artificial intelligence in ways of multiplicity, I like to look at it as an extension of material only if we look at it like mycelium, only if we look at it like we are an orchestrator and how are we sort of composing new melodies with this system of collective intelligence. How we're sort of looking at it as something we can cultivate and move closer towards nature, because it is technically a collective nature aggregator that need to be activated in a very purposeful way, but activated through the mindset of, a mycelium-like knowledge that has the capacity to become a compass, to become a serendipity engine, and also to become weaponized against us. So what can we sort of do with that particular entity, just like anything that we've created that can be weaponized like weapons against us, or sort of created in ways to amplify and improve humanity. C'est bon, merci à vous deux. C'était un dialogue assez enrichissant. Je vous remercie tous. Oui, merci beaucoup pour cette table ronde. C'était tellement bien structuré et super intéressant. On va continuer les questions-réponses, mais dehors, parce qu'il y a un cours de médecine qui commence et comme on a pris beaucoup de retard, pour commencer, voilà. Mais moi j'ai des questions.